Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les banques, le secteur bancaire, l'assurance et le retail et la transition énergétique. Vous êtes nombreux à vous connecter en ce moment, on va vous laisser le temps d'arriver et on va commencer ce webinaire dans 3 minutes. À tout de suite. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Merci encore pour votre participation. Pour certains, très fréquente. Pour d'autres, bienvenue si c'est le premier webinaire que vous suivez avec nous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au secteur de la banque, de l'assurance et du retail pour parler de la transition énergétique en plein essor sur ce secteur. Et pour ce faire, on va accueillir avec nous Brice Leroulet, un des clients Citron qui va nous faire un retour d'expérience. Bonjour Brice. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, et on va aussi accueillir Charles, qui est le président de Smart Impulse et qui nous parlera aussi de sa technologie et comment elle peut s'appliquer effectivement à ce secteur d'activité. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, on va débuter tout de suite directement dans le sujet en parlant de la caisse d'épargne. Brice, merci pour votre présence. Je suis ravi d'accueillir un client très moteur sur le sujet de la transition énergétique, du patrimoine bancaire. On va revenir sur le sujet avec vous, sur le sujet décret tertiaire à horizon 2030, mais on verra, on va déjà se projeter aux étapes d'après, on verra ça un peu plus tard. Mais déjà, pour commencer par le début, revenons peut-être sur la genèse de ce projet. Comment la Caisse d'épargne a amorcé cette démarche il y a quelques années maintenant, puisque ça va faire 2 ou 3 ans maintenant que la Caisse d'épargne, même plus que ça si on compte les rénovations, mais je vais vous laisser Brice nous présenter tout ça. Oui, merci beaucoup de votre invitation. La Caisse d'épargne Loire-Centre, c'est une banque qui est assise sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. La particularité, c'est qu'on a 212 sites, et donc 212 sites qui consomment de l'énergie, avec principalement des agences qui accueillent nos clients, et puis un site administratif d'ampleur de 10 000 m². Globalement, la Caisse d'épargne Loire-Centre, c'est 55 000 m² sur la région Centre-Val de Loire. Et juste pour passer sur la genèse, vous le savez, la Caisse d'épargne Loire-Centre, enfin la Caisse d'épargne, dans ses valeurs, c'est le développement de la région, développer la région dans ses achats, dans finalement sa raison d'être, qui est de développer la région Centre-Val de Loire en finançant les projets de ses clients. Et dans le même temps, on a finalement un impact sociétal au travers des activités qu'on mène. Et au travers de ça, c'était assez une évidence de s'intéresser pour la Caisse d'épargne à la problématique environnementale et à la problématique climatique que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la genèse du projet, si tu peux passer au slide suivant peut-être. Hop. Donc, c'est bien sûr une conviction environnementale forte pour la Caisse d'épargne Loire-Centre, la volonté d'obtenir des résultats dans les économies d'énergie et finalement opérer sa propre transition environnementale, tout comme on finance les projets de nos clients sur cette thématique-là. Une volonté bien sûr de cartographier nos consommations et donc la mise en œuvre de la solution multifluide de Citron. Un élément, c'est on est client de Citron depuis 2020 et on ne regrette aucunement d'avoir fait ce choix-là. Pourquoi? Parce que ça nous a permis effectivement de comprendre comment on consommait les énergies et puis d'agir sur nos consommations en termes de réduction. Et on va le voir dans le slide suivant. Ce que nous a permis l'application Citron et l'accompagnement de Citron, c'est de finalement cartographier nos sites au travers de l'exploitation des factures, au travers de la présentation des courbes de charge qui sont des données très importantes pour nous, puisqu'elles sont d'une part gratuites et très intéressantes en termes de connaissance de nos rythmes de consommation. Donc la genèse du projet, c'est bien mieux connaître notre parc et la façon dont on consomme l'énergie. Donc une meilleure connaissance du patrimoine. Citron nous a permis de cartographier un certain nombre de sites qui n'étaient pas correctement pilotés d'un point de vue des énergies.
et ça nous a permis effectivement d'identifier des gisements d'économie, et des gisements d'économie assez significatifs, puisque au bout de quelques années, enfin de façon assez rapide, dès 2022, c'est 980 000 kWh d'économisés, c'est plus de 200 000 euros d'économie. Et en 2023, ce qu'on a mis en place en 2022, et notamment en fin d'année 2022, ça va nous permettre donc d'atteindre notre objectif qui est une économie complémentaire d'1 500 000 kWh. Ça, on le fait au travers de la priorisation des actions, au travers des analyses croisées de données que nous offre la plateforme Citron, et quelque part une forme d'innovation pour Loire-Centre qui est la duplication des actions de performance énergétique. Donc finalement, la plateforme Citron nous a permis d'identifier un certain nombre de sites qui n'étaient pas bien du tout. On a mis en place un certain nombre d'équipements, notamment des horloges. Alors à la fois le réglage plus fin du système de climatisation et de chauffage, et puis on a horlogé tous les équipements, tous les circuits électriques qu'on pouvait horloger. Donc ça va du rideau d'air chaud, en passant par la VMC, en passant par le ballon d'eau chaude, etc., etc. Et ces actions-là, on les a menées sur quelques sites qui étaient vraiment à travailler de par la vision qu'on avait au travers de la plateforme Citron. On a validé au travers de la plateforme finalement l'efficacité de ce pack d'équipements du site, et l'innovation, enfin du moins là où à mon sens on a été assez bon, c'est qu'on n'a pas étudié l'intégralité des sites. On s'est dit, ce pack-là sur un site, il va marcher sur tous les sites. Et on a déployé de façon complètement industrielle tout ce qu'on a fait sur quelques sites. Et les résultats qu'on obtient aujourd'hui, ils sont à la hauteur du déploiement industriel qu'on a fait. Donc là, aujourd'hui, Loire-Centre, on est à moins 20% de réduction de consommation par rapport à l'année précédente. C'est extrêmement intéressant, effectivement. C'est des gestes simples de détecter grâce à la plateforme les sites qui consommaient les dimanches et les lundis alors que les agences sont censées être fermées, et de trouver ensuite des actions avec des ROI acceptables, parce que unitairement, une agence ne consomme pas beaucoup, mais effectivement, en faisant preuve de sobriété, en faisant en sorte de ne pas consommer quand il n'y a pas le besoin, on a des retours intéressants qu'on a d'abord privilégiés sur les gros consommateurs ou les sites les plus aberrants, mais qui finalement s'appliquent y compris sur des sites plus performants, tellement le temps de retour était effectivement rapide. Je profite de cette petite intervention pour vous dire, je vois des questions qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. L'idée après, c'est d'avoir un échange avec vous tous dans questions et réponses pour qu'on puisse en débattre tous ensemble. Par la suite. Donc là, c'est un beau retour d'expérience. La question d'après qu'on peut se poser, c'est quels sont, malgré, là on voit des pré-bénéfices évidents, mais quand même, il y a eu quelques ajustements qui ont été mis en œuvre suite à cette expérience. Alors peut-être s'arrêter dessus un petit peu, Brice, sur ces 4 ajustements que je vois là. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on courait depuis 2020, on courait après l'obtention de résultats probants, et on avait objectivement un peu de mal à les obtenir par manque de focalisation de nos actions. Donc, ce qu'on a fait en 2020-2021, on a appris au travers de l'accompagnement de Citron, parce que c'est un domaine finalement qu'on pensait maîtriser, mais qu'on ne maîtrisait pas, pour être tout à fait transparent. Au travers de cette courbe d'expérience, on s'est dit que notre orga interne, c'était un des facteurs qui pouvait nous permettre d'avancer. Et donc, début 2022, on a détaché une ressource qu'on a mis à plein temps sur le projet. Ça revient finalement à avoir en interne une forme d'énergie manager dédiée, et ça a permis d'avancer très fortement en 2022 pour notre établissement, pour notre entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est aussi important, c'est l'aide que nous a apporté Citron au travers de prestations d'énergie management qui nous a permis d'identifier les dérives, qui nous a permis d'optimiser le pilotage, et puis finalement d'avoir des zooms sur un certain nombre de nos sites qui étaient, pourquoi pas, un peu plus déconnants que les autres, et puis d'expérimenter des choses.
Et quand on est dans cette démarche-là d'amélioration continue, ce qui est certain, c'est que chaque jour qui passe nous permet d'apprendre et nous permet d'être plus performants. Autre élément qui est quand même très important Bien sur notre sûr. domaine d'intervention, c'est bien sûr le décret tertiaire. Alors, le décret tertiaire, on a été pleinement accompagné par Citron et ça nous a permis quand même de découvrir au travers des investissements qu'on avait pu opérer préalablement que sur nos sites, on était déjà en avance par rapport au décret tertiaire puisqu'on est au-delà de l'obligation de 2030. Et ça, c'est bien l'aide de Citron qui nous a permis d'identifier ça et puis d'avoir des actions plus ciblées sur un certain nombre de nos sites pour aller plus loin. Et pour aller plus loin, c'est aller un peu plus loin que 2030, c'est aller chercher l'objectif de 2040 qui est à moins 50% de consommation par rapport aux années de référence. Et ça, c'est, on va dire, quasi acquis qu'on va l'atteindre en 2023. Au travers de l'aide qui est réalisée par Citron et puis de la ressource interne qu'on a détachée. On a dans le même temps pris un alternant également pour nous aider sur cette thématique-là. Dernier point, on a un deuxième site administratif assez important sur lequel on a fait travailler Citron pour disposer d'un audit énergétique instrumenté qui va nous servir dans le cadre de la rénovation qu'on va engager là en septembre, enfin octobre de cette année sur ce second site assez majeur. C'est vrai que pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire, le détachement d'une ressource interne, c'est important. Vous pouvez tous, ce qui nous suivez, déléguer par des sachants le décret tertiaire en étant accompagné méthodologiquement par des experts, mais il faut toujours un pilote chez vous. C'est clair qu'on ne peut pas remplacer. Ça, c'est le premier message. Et dans la lignée, de la même manière, la technologie permet d'automatiser des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée pour se concentrer finalement sur les gisements d'économie et mettre en œuvre la transition, mais on ne peut pas faire l'impasse de l'humain, qui peut être chez nous aussi, mais aussi chez vous. Ça, c'est un point qui est important. C'est un travail, c'est un mode projet qui doit se mettre en œuvre entre le client et Citron pour pouvoir réellement obtenir les gains qu'on voit là. Et ce message, c'est un vrai message rassurant, parce que quand on parle à des clients, pour beaucoup, 40%, ça leur paraît être une marche inatteignable. Et on voit que les ratios qu'on a tous en tête, 15-20% de gains grâce à du pilotage, ça s'applique avec des gestes assez simples. Ensuite, effectivement, les économies d'énergie, c'est logarithmique. Il va falloir aller chercher d'autres sujets un peu plus majeurs. C'est le cas, on va le voir, avec la région centre, la Caisse d'épargne Loire-Centre qui a rénové son plus gros site en 2018. Mais malgré cette rénovation, il ne faut pas penser qu'un site rénové n'a plus besoin de pilotage. Et c'est l'exemple sur lequel on voulait s'arrêter avec la rénovation justement de la Montespan, qui a permis de, évidemment, générer des gains, mais qui malgré tout n'avait pas été challengé en termes de pilotage au niveau de la GTB, Brice. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un site qu'on a rénové de fond en comble, donc 10 000 m². On a commencé en 2018, on a livré la rénovation décembre 2019. Et on était gentiment à moins 25, moins 30%. Au travers des adaptations et du pilotage fin et des conseils de Citron, on a pu aller chercher des économies complémentaires. Donc on a livré ce site-là juste avant le Covid, donc ça ne nous a pas aidé non plus pour aller chercher dès la livraison des choses en termes de performance. Donc on s'y est remis sérieusement. Et au travers des éléments qu'on a finalement mis en place dans le réseau, dans nos petites agences, on a fait finalement un peu la même chose sur nos sites de la Montespan, avec l'extinction des pompes à chaleur, l'extinction des éclairages en période d'inoccupation. Et tout ça, ça se fait à confort finalement identique pour les occupants, puisqu'on travaille sur des périodes d'inoccupation des bâtiments, et ça donne des résultats assez probants. Ce qui est assez intéressant, je trouve, ça, c'est de la même façon, c'est ce que nous permet de visualiser Citron au travers de la visualisation des courbes de charge. C'est qu'à chaque fois qu'on fait une action sur un site, y compris celui de la Montespan,
on a le résultat de notre action dès le lendemain au travers de l'exploitation des courbes de charge. Et donc là, ce qu'on voit très bien sur le graphique de gauche, hein, c'est finalement l'absence d'extinction des pompes à chaleur le week-end, hein, ce qui donnait finalement une consommation dans le week-end qui était objectivement pas du tout pertinente. Et puis le gain assez immédiat qu'on a pu avoir au travers de cette extinction-là, et ce qu'on voit très bien au travers de la courbe de charge. Et sur les extinctions d'éclairage, c'est la même philosophie, avec à chaque fois la mise en place d'une action qui se voit au travers des courbes de charge dès le lendemain. Et ça, c'est un vrai outil de pilotage qui est très, très performant et qui est très intéressant quand on essaye d'agir. C'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir une action qu'on mène qui ne permet pas d'obtenir les résultats qu'on imagine, et on a le résultat de l'action de suite au travers de l'analyse des courbes de charge. Et de ce fait, on peut régler la machine, on peut réintervenir pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Et ça, c'est autant on a des difficultés quelque part pour avoir du pilotage au travers des facturations, puisque les facturations, elles sont, on va dire, il y a une inertie qui est très forte, autant au travers de l'exploitation des courbes de charge, on a le résultat dès le lendemain d'une action qu'on mène. Et donc ça, c'est juste très intéressant et très pertinent en termes de pilotage. C'est vrai que parfois, on a des pensées limitantes sur la relance quand on fait ça durant les week-ends ou quoi, mais là, on le voit. On voit les phénomènes de relance et de surconsommation en début de semaine, mais on voit malgré tout le bilan qui est favorable. Donc, ça s'étudie, ça se regarde et ça se conforte en fait par les outils qui permettent effectivement d'avérer l'économie qu'on a générée. Tout ça sans, j'aime bien ce constat, sans nuire au confort, puisque finalement, on est sur la sobriété pure qui naît de ne pas consommer quand on n'en a pas le besoin. Là, c'est parfait. Et le deuxième sujet qu'on avait, parce que là, effectivement, on se concentre sur des gros sites. Hein, donc, la Montespan entièrement rénovée, malgré tout, des optimisations. Donc, il ne faut pas penser qu'un site rénové n'a pas besoin d'être piloté. Hein, il y a un effet rebond. C'est quelque chose qui challenge au quotidien. Mais il y a aussi les agences connectées. Donc, on en a un peu parlé. On a parlé des horloges où il y avait des ROI de moins d'1 an, je crois, Brice. Hein, c'est ce qu'on s'est dit quand on avait regardé en moyenne. En fait, on a horloger, hein, donc 160 points de vente. Fin d'année dernière, donc ça s'est joué entre septembre et octobre, sur la base d'un pack qu'on avait identifié comme pertinent, et on a passé 160 agences sur 195. Au travers de ça, on a investi 250 000 euros pour 165 points de vente, 160 points de vente. Donc c'est à la fois une somme, mais rapporté à l'agence, c'est quand même pas grand-chose. Et au travers de ça, on a plus de 20% d'économie, de réduction de nos consommations sur ces 160 sites-là. Quand on fait le parallèle entre ces sites-là, puisqu'on arrive aussi à le faire, les 160, là, on est à de l'ordre de moins 25% de consommation, quand sur les autres sites, avec quelques mesures, et la mesure la plus représentative, c'est bien sûr la réduction des températures, puisqu'on chauffe à 19 degrés à la position de travail à Loire-Centre. 19 degrés à la position de travail, c'est éventuellement 20 ou 21 en température de consigne selon le bâtiment. Mais quand on compare donc la population d'agences, les 160 horlogers, on est à moins 25, quand les autres agences qui ne sont pas horlogées, on est à moins 7. Donc on a un différentiel qui est très favorable quand on mène des actions comme ça. Et on viendra sur les étapes d'après, mais ce qu'on souhaite, c'est aller un petit peu plus loin dans la connexion de nos agences. Alors ça peut être la question qu'on se pose. Il y a un peu, même s'il y a des convictions derrière, on l'entend bien, il y a toujours une logique un peu économique. Jusqu'où on va dans la digitalisation d'une agence qui unitairement ne consomme pas tant, mais fois 195, finalement, pèse plus que les 7 sites administratifs. Oui, tout à fait. Donc, pour aller un peu plus loin, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est à outiller peut-être un peu plus, notamment notre réseau, parce qu'autant sur les sites centraux, sur des gros sites, on a de la GTB, on a des outils de pilotage qui nous permettent
voilà, d'agir assez facilement. Autant sur des sites diffus, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a deux éléments importants. Hein, c'est que une fois qu'on a fait, on va dire, les mesures assez basiques, entre guillemets, c'est-à-dire d'horloger les circuits électriques, une fois qu'on a fait ça, on se dit, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va plus loin? Et pour aller plus loin, on a besoin de mieux connaître la consommation, équipement par équipement. Et ça, c'est la présentation que va faire Charles. Mais nous, on va s'engager dans cette voie-là maintenant. En fait, une fois qu'on a fait voilà, une bonne partie du chemin, on se dit que pour aller plus loin, il faut mieux connaître les types de consommation et sur quels équipements pour agir plus finement. En fait, ça, c'est le premier point qui est important. Donc, ça comprend aussi le déploiement d'AETOT sur les agences, ça c'est sûr. Et puis, ce sur quoi on réfléchit également, c'est avoir de l'autoconsommation au travers de déploiement de projets solaires, où là, on va agir sur notre consommation globale en produisant nous-mêmes de l'électricité. Voilà. Et c'est les trois sujets sur lesquels on va maintenant œuvrer pour aller plus loin dans cette réduction-là. Ouais, donc on voit que ça va au-delà du décret tertiaire, hein, finalement, puisque les agences se sont à date pas soumises, même si on attend de voir si le seuil évoluera à terme. À date, elles ne sont pas toutes soumises, il y en a très peu soumises. C'est vraiment un sujet de conviction, un sujet aussi de ROI, du coup, qu'il faut essayer d'aller chercher. Et on voit que la technologie nous permet maintenant d'appréhender davantage de sites et que l'assiette s'élargit. Et c'est plutôt une bonne chose et ça prouve à tout le monde qu'avec un schéma directeur clair, énergétique et digital, on peut activer une transition même d'un grand parc immobilier de plus de 200 sites. C'est assez encourageant. Et j'imagine, Brice, qu'en parallèle, c'est aussi une volonté du groupe, hein, de la BPCE, de montrer l'exemple pour demain, j'imagine, prendre part au financement de cette transition énergétique chez ses clients. Il y a sûrement quelque chose dans l'idée. Il faut juste se dire une chose, c'est que la planète dans laquelle on vit, elle ne pourra pas perdurer avec les mêmes types de consommation qu'avant. Donc, on a tous une responsabilité pour aller vers une consommation décarbonée. Ça, c'est une certitude. Donc, le fond du sujet, il est quand même là. Il faut qu'on y aille tous, bien sûr à la mesure de chacun de nos moyens et de nos compétences et de nos capacités, mais en tout état de cause, il faut qu'on se bouge tous. Donc, à la fois le groupe BPCE a un plan de réduction de son bilan de carbone et Loire Centre, dans ce cadre-là, déploie également ce sujet-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a deux pans. C'est que ce qu'on veut, nous, en termes pour être crédible vis-à-vis de nos clients, pour leur dire, allez-y, il faut opérer votre propre transition énergétique, il faut aussi que la caisse d'épargne soit exemplaire par rapport à cet item-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire, voilà, avec les moyens dont on dispose, avec les compétences dont on dispose, avec les partenaires qu'on a. Mais je trouve que voilà, il y a une forme de dualité qui est assez importante, à la fois être exemplaire sur notre transition propre, et puis pour être crédible vis-à-vis de nos clients, pour les financer et financer leur transition énergétique. Oui, ça semble assez logique, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a il y a un message d'espoir, parce que le secteur bancaire, voilà, c'est un secteur qui est presque comme le retail, hein, des petites entités, donc activer cette transition n'est pas si simple, et ça démontre une voie, c'est possible, donc c'est intéressant en termes d'exemplarité, et ensuite, on sait tous que le financement est important pour permettre à tous de financer cette transition. La hausse des énergies nous y aide évidemment, mais malgré tout, il faut pouvoir se financer pour la mettre en œuvre. Et c'est vrai que je trouve que c'est un bel exemple et que ça rend crédible effectivement la BPCE dans la démarche. Merci beaucoup Brice pour ce premier retour, vraiment intéressant. On voit que nous, il y a toute une émulation sur le secteur bancaire en ce moment, hein. On est très sollicité. D'ailleurs, on va organiser dans 2 mois une table ronde et j'encourage tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui sont accompagnés par d'autres, pas accompagnés en réflexion, à venir y participer. L'idée, justement, c'est de débattre sur vos contraintes au quotidien, ce que vous avez mis en place, qui marche, et de vous laisser parler entre vous, entre sachants de votre patrimoine et avec des sachants du domaine de l'énergie que nous sommes, pour dessiner ensemble le schéma directeur digital
et énergétique qui permettra d'atteindre les ambitions du décret tertiaire et même au-delà, quand on voit l'exemple là de la caisse d'épargne, en allant aussi chercher le patrimoine plus diffus par engagement et par responsabilité associée. Voilà, merci Brice en tout cas. Je pense que vous serez des nôtres à cette table ronde. En attendant, Charles, maintenant, il y a un sujet sur lequel on voulait un petit peu se pencher aussi. Alors là, on a parlé beaucoup de secteur bancaire, mais aussi pour le secteur de l'assurance et le retail qui ont des enjeux un peu similaires. Comment est-ce qu'on peut utiliser des technologies pour pouvoir identifier au mieux les usages qu'il y a au sein de ces agences et au sein des sites administratifs? Exactement. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, c'est parti. OK. Donc, effectivement, quelques mots sur Smart Impulse pour les personnes qui ne connaissent pas encore, s'il en reste, pour expliquer pourquoi on va intervenir aujourd'hui. Mais Smart Impulse, c'est le leader mondial de ce qui s'appelle la mesure non intrusive des usages électriques dans les bâtiments. Et l'idée, c'est de fournir à nos clients une vision claire de leur consommation électrique par usage, donc combien consomme le chauffage, la climatisation, l'éclairage, ce qui permet de mieux comprendre pour mieux consommer. Et on fait ça avec un seul capteur qui est très simple à installer et sans coupure. Donc, je vais vous expliquer tout ça et surtout prendre des études de cas pour que ce soit concret. Et donc, très content d'avoir co-organisé le webinaire aujourd'hui parce que le secteur banque, assurance et retail, ça fait partie des secteurs les plus porteurs également chez nous et on a de très beaux clients et à travers les années, on a construit une expertise pour accompagner ces clients-là dans leurs projets de suivi énergétique avec des résultats qui sont aujourd'hui probants. Et donc, on est ravis d'en partager quelques-uns aujourd'hui. Et puis, au-delà de ces secteurs, après, on intervient sur tout type de sites tertiaires et un petit peu d'industrie également. Alors, je vous ai parlé de nos références sectorielles, mais on travaille aussi beaucoup avec des partenaires, donc comme Citron, qui sont des spécialistes des plateformes qui vont intégrer différentes sources de données comme les données Smart Impulse, ou des bureaux d'études, ou des exploitants qui vont être impliqués sur des services énergétiques. Et donc, en fait, notre cœur de métier, c'est de fournir des données de qualité sur les usages électriques des bâtiments. Et ces métiers-là sont très complémentaires à des métiers orientés services énergétiques ou plateformes globales, d'où notre intervention commune avec Citron aujourd'hui. Et dernier point à noter, c'est que comme la solution est très simple à déployer, on la déploie aux 4 coins du monde, donc on intervient dans une quarantaine de pays sur 5 continents. Donc même si on est basé en France, on a vraiment des projets aux 4 coins de la planète. Alors comment ça marche en rapide? Notre solution elle est basée sur un capteur qui s'appelle le Smart X et qui a deux particularités. La première, c'est que n'importe quel électricien dans le monde peut l'installer en moins d'1 heure et sans coupure électrique. Et la deuxième, c'est qu'il analyse finement la forme des signaux électriques et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, on arrive à reconnaître l'empreinte que laisse chaque équipement quand il consomme sur le réseau électrique. Un peu comme quand vous écoutez un orchestre et que vous arrivez à reconnaître les différents instruments qui jouent en même temps. C'est le même principe mais qu'on a adapté au réseau électrique. Donc, ce capteur-là vous dit à chaque instant quels sont les usages qu'il consomme. Et ensuite, l'idée, nous, c'est de remettre en forme ces données et puis surtout de les rendre accessibles facilement, soit via des outils que vous avez déjà comme la plateforme Citron. Et donc, nous, on a ce qu'on appelle des API, qui sont des interfaces automatiques pour intégrer nos données dans ces plateformes-là. Et puis, nous, on livre dans tous les cas un support qui permet à nos clients d'être sûrs que les données sont utilisées pour ensuite cibler des économies d'énergie, que ce soit via leurs équipes internes ou via leurs prestataires s'ils sont accompagnés par des prestataires. Voilà. Donc j'en dis pas plus parce qu'on va laisser un peu de place aux questions, mais ravi de répondre à des questions plus tard. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de nous lancer dans des études de cas. Et donc là, on a essayé de couvrir assez large par rapport au thème. On va prendre 3 études de cas. Une première étude de cas sur un site de bureau qui fait 16 000 m² pour un assureur. Ensuite, on va prendre une agence bancaire. Et ensuite, on va prendre un portefeuille de boutique dans du retail. Donc, on va se lancer sur un site de bureau qui fait 16 000 m². C'est un projet que j'aime bien parce que c'est un site qu'on suit depuis 2018. C'est la 6e année qu'on suit ce site-là.
Et donc, on a vécu beaucoup d'histoires avec eux. Il y a eu le Covid, il y a eu des travaux, il y a eu des dérives, des pilotages, etc. Et donc, année après année, là, pour l'instant, depuis 2018, ils sont à 22% d'économie. Donc, ils sont en bonne voie pour atteindre l'objectif 2030 du décret tertiaire parce qu'ils avaient déjà fait quelques actions avant la mise en place de notre solution en 2018. Et donc, c'est un bâtiment qui fait 16 000 m², enfin un site qui fait 16 000 m², mais qui est composé de 3 bâtiments. C'est des constructions assez récentes. Ils consomment un petit peu moins de 200 000 € d'électricité par an. Alors ça, c'était la référence 2022, mais bon, forcément, ça va augmenter malgré les économies d'énergie. Nous, on a mis en place un capteur par bâtiment. Donc, 3 bâtiments, 3 capteurs. C'est dans 2 locaux électriques, donc on met en place 2 routeurs pour communiquer en direct les informations. Et je vais vous montrer le type de résultats qu'ils ont obtenu. Comment ils ont fait pour obtenir ces 22%. Donc, alors, je vais vous montrer quelques exemples de données qu'on fournit. Déjà, ce que vous voyez en haut, ce sont les consommations par bâtiment depuis 2018. Et on voit que ils ont fait leurs 22% d'économies et qu'année après année, ils continuent à faire des économies. C'est ça qui nous plaît aussi. C'est vraiment un projet dans la durée. Et en dessous, vous avez la répartition des consommations à gauche par usage. Donc, on voit les usages qui sont l'éclairage, l'informatique, le chauffage, la climatisation, et puis tout ce qui est pompe, donc les auxiliaires CVC. Et puis à droite, c'est la consommation par bâtiment. Donc ça, c'est la vision un petit peu globale. Et après, ce qui devient plus intéressant, c'est de zoomer sur les consommations par bâtiment. Et là, nous, ce qu'on aime bien, c'est représenter les consommations par bâtiment, par usage. Donc, on retrouve ce même code couleur avec les différents usages qu'on a identifiés avec notre technologie. Et puis, on fait aussi un ratio par mètre carré parce que ces bâtiments, ils sont de surfaces différentes. Et donc, pour homogénéiser un petit peu l'analyse, on aime bien faire le ratio par mètre carré. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, les consommations sont assez différentes d'un bâtiment à l'autre. On voit que sur les bâtiments 1 et 2, on a un process informatique qui est assez conséquent. Donc, à la fois parce qu'il y a des ordinateurs, mais aussi parce qu'il y a des salles serveurs. On voit que sur le bâtiment 2, il n'y a pas de chauffage, mais bon, ce qui est assez normal parce qu'en fait, c'est un chauffage au gaz et nous, notre analyse se concentre sur les usages électriques. Et on voit aussi que le bâtiment 3, qui est un bâtiment plus dédié à la formation, il y a un usage éclairage et informatique qui est plus faible. En revanche, il y a un usage de chauffage qui est beaucoup plus important. Donc, c'est ça la priorité pour ce bâtiment-là. Donc, voilà un petit peu l'état des lieux de la consommation de ce site-là. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est les économies qui ont été réalisées. Et donc là, ce qu'on va comparer sur les différents usages, c'est le profil moyen sur 24 heures avant la mise en place des actions, donc en 2018, et puis fin 2022, pour vous montrer justement quel type d'action ils ont mis en place. Et donc là, je vais zoomer sur les premiers pour que ce soit un petit peu plus visible, surtout pour les personnes qui ont des plus petits écrans. Mais si on regarde les graphiques types, justement, on voit que donc, sur le premier, on a regroupé les pompes à chaleur et les centrales de traitement d'air. On voit qu'avant, ils avaient un talon autour de 20 kW. Et puis ensuite, ce talon, il a été divisé par 3. Tout ça parce qu'ils ont mis en place des réduits plus forts. Ils ont décalé les horaires de démarrage. On voit qu'avant, beaucoup de choses qui démarrent à 4 heures du matin, maintenant qui démarrent à 8 heures du matin. Ils ont réduit un petit peu les consignes également avec le plan de sobriété. Et c'est le même principe, c'est un peu le même type d'action dont parlait Brice et Guillaume tout à l'heure, mais c'est des actions assez simples de pilotage, à la fois jouer sur les consignes, sur les horaires. Et là, on voit sur les pompes à chaleur et les centrales de traitement d'air, c'est 50% d'économie sur le bâtiment numéro 1. Ventiloconvecteur, là, c'est principalement réduire la plage de fonctionnement. Puis comme les centrales de traitement d'air fonctionnent moins longtemps, le bâtiment, il y a moins d'air froid qui rentre pendant la nuit, donc il y a moins besoin de chauffer. Enfin, tout ça est un cercle vertueux aussi. Idem sur l'éclairage. Alors l'éclairage, il y avait un sujet un peu plus spécifique lié à un problème de communication des automates de la GTB qui a été détecté, donc ça a été corrigé. Et j'aime bien ce projet aussi parce qu'au-delà des actions sur le chauffage, ventilation, climatisation et l'éclairage qui sont assez fréquentes, ils ont aussi agi sur l'informatique et ça c'est un peu plus atypique. Donc en fait, ce qui est intéressant sur
sur l'informatique, on le voit, c'est que au démarrage, on avait un pic de consommation entre 4 heures et 7 heures du matin tous les jours, qui était lié à la mise en fonctionnement du parc informatique pour faire des mises à jour logicielles. Et ça, c'était toutes les nuits. Et donc, les données qu'on a fournies, ça a permis de mettre en place un dialogue éclairé entre nous et le client et sa DSI pour justement ajuster les règles de mise à jour et minimiser l'impact énergétique. Et puis au-delà de ça, ils ont changé leur pack de PC fixe en PC portable également. Mais c'est intéressant qu'ils aient pu utiliser ces données pour aller au-delà des actions classiques, disons, en termes de pilotage. Voilà, donc ça illustre bien le type de projet sur lequel on intervient sur des gros sites de bureaux. Là, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ce que ça donne sur une agence bancaire. Donc là, c'est une agence beaucoup plus petite, hein, on est sur 242 mètres carrés. C'est une agence qui est à Paris. Et puis là, ce qu'on vous montre, c'est un peu le même principe, donc la répartition des consommations par usage, en bas à gauche. Et puis, en haut à droite, ce qu'on voit, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, ce qu'on voyait dans le retour d'expérience Citron Caisse d'Épargne. Mais là, on affiche les consommations par usage. Et donc, là, on a une puissance pendant une semaine toutes les 10 minutes. Et chaque couleur correspond toujours à un usage. Et bon, là, ce qu'on voit, c'est beaucoup de rouge qui correspond au chauffage électrique. Donc là, ce qu'on constate, c'est que il y a une bonne partie de la nuit et du week-end où il y a une consommation élevée qui est principalement due au chauffage électrique. Là, ce qu'on observe, c'est les consommations du mardi matin à minuit jusqu'au lundi matin à minuit, parce qu'eux, ils sont ouverts du mardi au samedi, et donc le dimanche et lundi, c'est fermé. Voilà. Et donc là, ce qu'ils ont mis en place, c'est ils ont remis les horloges qui avaient été passées en manuel. Donc voilà, les utilisateurs avaient passé les horloges en manuel et puis ils les ont remis en fonctionnement. Et donc là, on voit un profil qui n'est pas encore totalement optimisé, mais déjà sur des actions vraiment de premier niveau, les données ont permis d'établir un dialogue avec les utilisateurs du site pour leur expliquer l'impact de ces actions-là et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive dans le temps. Voilà, donc le même type de projet, mais sur une agence bancaire. Et je voulais terminer pour qu'on laisse un peu de temps pour les questions sur l'univers du retail. Donc l'univers du retail, ici, on va se concentrer sur une vingtaine de boutiques, sur des boutiques dans le monde de la cosmétique. Et là, ce que je vous montre, ce sont les consommations donc, de cette vingtaine de boutiques par usage. Donc, toujours le même principe. Donc là, ce qu'on voit, les différents usages, c'est en partant du bas, c'est orange, c'est l'éclairage, en vert, c'est l'informatique, en bleu, c'est la ventilation, en violet, c'est la production de froid, et en rouge, c'est les éléments chauffants. Et donc, on a ces usages, mais c'est aussi des consommations par mètre carré. Donc, pour homogénéiser justement les consommations des boutiques un peu plus grandes avec celles des boutiques un peu plus faibles, on fait un ratio par mètre carré. Et donc, on classe les boutiques des plus intenses en termes de consommation par mètre carré aux moins intenses. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on a un gros site, on peut rentrer dans le détail sur une approche site par site et essayer d'aller chercher des actions et ça peut être rentable. Quand on a un grand parc de sites, on est obligé d'avoir une vue globale pour se concentrer pas seulement au sein d'un site sur des actions, mais au global sur les sites sur lesquels on veut agir. Et donc, cette vision-là, elle permet directement de zoomer sur les sites les plus intéressants. Donc, si on regarde le site de gauche, c'est donc le plus consommateur. Alors là, il est à la fois consommateur, il est le plus consommateur sur toutes les catégories de l'éclairage, du ventilation et de la climatisation. Et donc, effectivement, il y a un problème de contrôle généralisé sur l'ensemble des usages, à la fois parce que la climatisation fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi parce que l'éclairage commençait à 4 heures du matin alors que la boutique ouvre à 11 heures du matin. Et donc forcément, il y a à la fois un problème majoritairement de contrôle. Donc ça, on le voit assez facilement. Il y a d'autres boutiques sur lesquelles on a constaté que les systèmes automatiques de contrôle n'étaient pas opérants, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de communication entre le système et l'interrupteur, et donc malgré les consignes qui étaient passées, ça ne fonctionnait pas comme prévu. Et le dernier point qui est important quand on travaille sur du multisite, c'est être sûr que quand on compare des choses, elles sont comparables. Et là, quand on regarde à droite
du graphe, on voit que les trois boutiques qui sont les moins consommatrices, en fait, il n'y a pas d'usage chauffage, ventilation, climatisation. Il y a quasiment que de l'éclairage et de l'informatique. Et pourquoi? Parce que c'est des boutiques qui sont en fait sur un centre commercial. Et donc, en fait, toute la partie chauffage, ventilation, climatisation, elle est délivrée via les parties communes du centre commercial. Et donc, ces consommations-là, elles ne sont pas enregistrées via le compteur de la boutique. Ouais. Et donc, on se dit, c'est les boutiques les plus performantes, mais en fait, non, puisque la consommation d'éclairage, elle est dans la moyenne. C'est plus que ce n'est pas le même périmètre. Et donc, cette vision par usage permet de comparer ce qui est comparable et donc d'avoir cette vue globale et se dire, OK, bon, bah, on va se concentrer là où il y a le plus de pertinence. Et ça, c'est important aussi pour animer une démarche auprès des équipes opérationnelles ou des équipes terrain pour leur expliquer comment elles se positionnent, là où elles ont des points positifs, là où elles ont des points négatifs, et ensuite répliquer ce qui est bien et corriger ce qui est moins bien. Voilà ce que j'avais à partager pour aujourd'hui, mais c'était assez droit au but, mais avec plaisir s'il y a plus de questions. Merci Charles. Il y a des questions, donc on va aller faire la transition, mais effectivement, ça permet, on a vu les courbes de charge tout à l'heure avec Brice, ça permet de faire un millefeuille des courbes de charge et d'être plus fin dans l'analyse à distance, de faire l'énergie management plus fin. C'est pour ça qu'on voulait aussi vous le présenter aujourd'hui, c'est que toutes les agences, on ne peut pas prévoir de mettre du sous-comptage parfois dans ces équipements-là. Et donc là, il y a un intérêt à avoir un monitoring plus fin. Il y a des questions dans ce sens, Charles, on va y revenir. N'hésitez pas à poser les questions. Là, les questions sont en train d'arriver. Il y a 7 questions, donc on va y revenir progressivement. N'hésitez pas à en poser d'autres, vous qui nous suivez. On a encore un gros quart d'heure ensemble pour y répondre. Donc, une des premières questions, alors je vois que Brice a été rapide et a déjà réagi, mais je la trouve intéressante, c'est il y a un sujet sur la gestion des températures. Donc là, Brice a reprécisé que c'est bien 19 degrés dans le cadre de la sobriété, mais c'est vrai que c'est un sujet interne d'accompagnement du changement. Je ne sais pas, Brice, s'il y a un mot à dire là-dessus, mais pas toujours simple dans le tertiaire de passer d'une consigne moyenne, ou si j'ose la dire, elle est souvent à 23-24 degrés, vers du 19 degrés. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'il y a eu des levées de boucliers, si je suis un peu trivial? Comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Ouais, alors franchement, hein, nous, on a mis, comme à peu près tout le monde, hein, on a changé nos habitudes et notre standard. Donc j'appelle ça un standard, hein, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va revenir à des 23 ou des 24 ultérieurement. Enfin, moi, je ne le souhaite pas et je pense que ce n'est pas bon pour la planète. Hein, donc voilà, donc c'est un nouveau standard. Entre nous, hein, au sein de la caisse d'épargne, on a été très soutenu par nos instances dirigeantes et je pense que c'est un facteur clé de succès. Ça, c'est le premier point. Et il faut se souvenir que l'hiver dernier, là, a fait suite à une période de sécheresse très intense en France, avec finalement une problématique climatique qui a sauté, là pour le coup, aux yeux de tout le monde, notamment en 2022. Et ça, objectivement, ça a servi, nous, notre communication, pour dire, bon, maintenant, globalement, on est tous confrontés au sujet, parce qu'on est tous concernés par les phénomènes climatiques. Donc, au bout d'un moment, collectivement, on est un peu responsable de la planète dans laquelle on vit, et donc on s'y colle, quoi. Et au travers de ça, c'est passé très très bien à mon grand étonnement quand même. Hein. Parce que moi, en tant que gestionnaire, on est toujours embêté par là j'ai trop chaud, là j'ai trop froid, etc. Objectivement, on n'en a pas entendu parler. Il y a eu quelques réactions, mais notamment quand on était objectivement en dessous de 19 degrés. Hein. Donc on a eu quelques calages, ça c'est sûr, parce qu'on était un peu, quelque part un peu brutal parfois. Donc, on est revenu un peu sur quelques sites, mais globalement, ça s'est très, très bien passé. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des équipes, du moins au moins à Loire-Centre, dans l'entreprise dans laquelle je vis, moi. Bon, j'imagine des réactions dans vos écrans à tous. Passer à 19 degrés, c'est superbe, mais déjà, ayant en tête que chaque degré que vous gagnez, c'est déjà une première étape. Hein. On a tous les 7% en tête, mais quand on commence à 24, c'est plus que ça. Donc vraiment, ça peut paraître négligeable, mais ça ne l'est pas du tout. Et la sobriété, c'est bien la première démarche à mettre en œuvre avant de parler d'efficience et d'énergie renouvelable. Donc c'est vraiment intéressant. Merci pour ce Il y a juste un autre point, juste en 2 secondes, hein, c'est que je pense que le 19 degrés passe d'autant mieux qu'on fait des actions complémentaires qui vont chercher de la réduction au-delà de la simple
un confort qu'on impose aux collaborateurs au travers des 19 degrés, parce qu'il faut quand même se dire que ce n'est pas parfait en termes de confort. Mais si on va chercher d'autres éléments, notamment dans les périodes d'inoccupation, et c'est ce qu'on a fait, on a communiqué là-dessus en disant vous allez être un peu dans l'inconfort, mais dans le même temps, l'entreprise investit pour réduire par ailleurs sans que ça coûte à personne. Ouais. Donc ça, c'est aussi un moyen de faire passer un peu mieux les 19 degrés peut-être. Dans une démarche plus globale. Superbe. Il y avait une question sur la GTB, alors que je vais me permettre d'élargir pour celui qui l'a posé. La question, est-ce qu'on peut remonter les GTB? Bien sûr. Alors, vous le savez, l'ADEME a posé le constat, beaucoup de GTP sont peu usités parce que obsolètes, complexes, etc. Alors, il y a des chiffres qui circulent d'une sur deux. Il y a d'ailleurs beaucoup de C2E en cours pour les mettre à jour ou en mettre en place. Donc, c'est vraiment une démarche importante. Et nous, notre conviction, c'est qu'une bonne GTB, elle doit être hypervisée. Donc, effectivement, notre métier, c'est aussi de remonter la donnée de cette dernière pour pouvoir détecter lorsqu'une GTB ne fait pas son travail. On a pris l'exemple de la montée SPAN tout à l'heure, qui était un bon exemple là-dessus. Mais du coup, j'ai envie de détourner légèrement la question envers toi, Charles. Est-ce que la GTB, finalement, par rapport à Smart Impulse, c'est complémentaire, j'oserais presque dire concurrent? Comment se positionne Smart Impulse dans un projet de mise en place de GTB? Alors, pour nous, la GTB, le cœur du métier, c'est vraiment de faire du contrôle. Et donc, la fonction primaire de la GTB, c'est de bien faire du contrôle des équipements. Et après, il y a tout un tas de modules dans la GTB. Donc, effectivement, module de comptage, module de contrôle d'accès, module de vidéosurveillance. Enfin, il y a tout un tas de modules qui peuvent être activés ou pas. Nous, notre vision, c'est qu'avoir une bonne GTB, c'est un peu comme avoir une voiture de course et avoir des données comme celle de Smart Impulse, si on a une vision claire des usages réels et de ce qui consomme à quel moment, c'est un peu comme avoir les phares. C'est-à-dire que si on a la GTB avec tous les boutons, parfois c'est difficile d'y voir clair et d'avoir une vision claire et concrète de où on va. Et nous, on va éclairer la route. Voilà, attention, là, on risque de dériver ou de déraper, et qui ont du comptage, mais trop complexe, ou qui est complémentaire au système de contrôle. Et ce qui est important à la fin, c'est que toutes ces données-là soient conçues. Le point clé, c'est l'interopérabilité. Mais nous, on pense que les technologies et les technologies de contrôle sont performantes pour faire de contrôle, mais sont moins performantes sont fiables avec peu de maintenance. Et donc, on a envie de se dire les meilleures technologies sont adaptées aux meilleurs cas d'usage. Donc, contrôle, des systèmes de contrôle. Et par contre, les données, l'intelligence artificielle depuis 20 ans, et on essaye d'utiliser ces technologies-là. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire des économies d'énergie. Et donc, c'est soit intégré et interopérable. OK. Il y a eu un petit souci de connexion. J'espère que vous nous entendez tous. Il y avait une question aussi qui a été posée, c'était justement sur le fonctionnement des boîtiers. Donc, je vais répondre là pour toi, Charles. Effectivement, il ne faut pas forcément poser les boîtiers sur chaque tableau divisionnaire. L'intérêt de la solution, c'est justement de pouvoir identifier sur le TGBT les signatures de chaque équipement électrique pour en déduire justement qu'est-ce qu'il consomme. Et c'est ce qui fait aussi que sur certains tableaux divisionnaires où vous n'avez pas toujours les départs clairement identifiés, où il peut y avoir des choses qui ont été raccordées, la solution peut permettre justement de faire fi de tout cela et de dresser finalement une cartographie précise des usages dans le bâtiment. Et ce en quoi même un sous-comptage permanent peut parfois ne pas y répondre. Donc clairement, la solution Smart Impulse peut compléter une GTB pour la monitorer. On a une question aussi sur les évolutions météo, évidemment. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il fallait comparer des choses comparables. La corrélation au DJU pour pouvoir identifier la performance en fonction de la rigueur climatique, aussi bien en hiver qu'en été, elle est indispensable et elle est mise en œuvre par nos energy managers, par notre solution digitale aussi. C'est une évidence. Donc, j'ai quelques remarques, j'espère que vous entendez bien, certains ont dit que ça a été assuré, je poursuis. On a aussi une question qui est arrivée sur le rôle, et ça, Brice, elle est arrivée par ailleurs, mais il y a une question sur quel est le rôle de l'exploitant de maintenance dans ce projet. Ça, c'est une très bonne question. On avait l'ambition finalement
au travers de notre mainteneur, voilà, de progresser sur la partie réduction de consommation. Objectivement, notre contrat le prévoyait qu'à moitié, on va dire ça comme ça. Pourtant, il y avait des éléments dedans. On a eu beaucoup de mal à les faire mettre en œuvre. Donc, la partie, moi, je ne suis pas complètement convaincu qu'un mainteneur soit en capacité, enfin, du moins s'il n'est pas vraiment motivé et s'il n'est pas incentivé aux économies. À ce stade, nous, on n'a pas rencontré un succès très important au travers des actions de notre mainteneur. Voilà. Maintenant, on vient d'en changer, donc peut-être qu'on a également mis de la performance énergétique dans le nouveau contrat. Maintenant, j'attends de voir. Voilà. À suivre alors. Ouais. À suivre. Ok, très bien. On a une question donc, qui était liée justement au tableau électrique pour toi, Charles, de dire est-ce que la solution n'est pas pertinente qu'en fonction de l'organisation de chaque usage dans les tableaux électriques? Donc, je pense y avoir répondu. Je ne sais pas si Charles, tu as un complément à donner, mais... Oui, alors je suis passé très vite sur la partie technologie, mais donc nous, on pose des capteurs juste sur l'arrivée électrique générale. On n'a pas besoin d'en poser sur chaque départ électrique. Et en fait, notre technologie vient reconnaître la façon dont chaque équipement déforme le mesurer chaque départ électrique. On ne mesure que le général, sauf si on veut une vision par zone, comme j'expliquais tout à l'heure sur les 3 bâtiments du même site. Bon, voilà, on mesure chaque bâtiment, l'arrivée électrique générale. Mais toute la beauté et l'intérêt de la technologie, c'est justement de faire qu'une mesure au niveau du général et avec nos algorithmes reconnaître la façon dont chaque équipement consomme. Très bien. Là, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de questions. Ce qu'on va vous inviter à présent, vous tous, c'est à ne pas hésiter à prendre contact avec nous pour aller plus loin dans votre besoin propre qui est le vôtre, ou pour vous manifester dans le cadre de cette table ronde qu'on va faire dans le secteur bancaire. Vraiment pas de barrière, hein, que vous ayez déjà équipé votre parc ou pas du tout. Au contraire, c'est ce qui fera la richesse de l'échange. L'idée, c'est d'en débattre et de voir un peu quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en œuvre cette transition énergétique. Et l'intérêt que nous, on y voit chez Citron, c'est de se nourrir de ce débat-là pour ajuster toujours un peu plus nos offres aux enjeux rencontrés sur vos segments. Donc là, surtout sur les patrimoines diffus, hein, d'où la thématique de ce webinaire, finalement autour du secteur bancaire, assurance et du retail. S'il n'y a plus de questions, je crois que c'est le cas. Je n'ai plus qu'à vous remercier tous deux, Brice et Charles, pour votre intervention. J'ai trouvé ça, moi, particulièrement intéressant de pouvoir illustrer par des cas concrets et par un retour d'expérience client, parce que qui mieux que nos clients peut parler de nos prestations. Féliciter au passage nos équipes chez nous Citron qui ont travaillé sur le projet. Et puis, à bientôt pour aider à échanger avec vous autres qui vous nous avez suivis. Et à bientôt, Brice et Charles, pour de nouveaux projets autour de vos parcs et de nos clients communs. Charles. Merci Guillaume. Merci beaucoup à Merci Citron à tous. pour l'invitation. Très belle fin de journée à vous. Merci à tous. Au plaisir. Au revoir.